Donc le jeu, il a un logo et une petite mention bêta pour dire que bêta, c'est une version qui n'est pas publique, mais qui peut être envoyée à des gens qui vont tester. Et c'est vraiment l'enjeu maintenant, j'ai besoin de gens pour tester le jeu. Alors, d'où vient ce jeu? Donc, ça vient, l'histoire du jeu a commencé en janvier 2021 pendant un séminaire organisé par Pablo Servigne avec le groupe URD, qui sont des gens qui interviennent dans les situations de crise. Et il y avait un intérêt de faire du jeu autour de ces situations, la crise, le risque, la préparation, les primo-répondants. Donc les primo-répondants, c'est les gens qui interviennent quand il y a des situations de crise avant que les pouvoirs publics soient en capacité de se mobiliser. Donc en fait, il y a une période de 72 heures qui est une période qui est intégrée dans la planification des risques où en fait les populations doivent avoir une capacité d'auto-organisation et de préparation en attendant que les secours puissent s'organiser correctement. Et donc, il y a toute cette question des 72 heures, la question des primo-répondants, les premières personnes qui arrivent sur place à partir du moment où il y a une crise. Donc, URD, c'est une association. euh, voilà, je mets ici. Donc, le groupe URD, c'est un groupe humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. C'est un think tank au cœur des crises, en tout cas, qui intervient un petit peu partout et on pourra rechercher ce que veulent dire exactement les différentes mentions de ce que c'est que URD. Donc, voilà, Guillaume a retrouvé ce que c'était que le groupe URD. Euh, le jeu de l'entraide, donc, qui est développé depuis 2021, il va tester 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est plus l'environnement devient hostile, plus l'entraide devient nécessaire. Ça, c'est un truc qui vient directement du bouquin de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle, L'entraide, l'autre loi de la jungle, à savoir que l'égoïsme, c'est une caractéristique d'abondance, mais quand il y a raréfication des ressources, l'environnement devient hostile et l'entraide devient nécessaire. La deuxième hypothèse, c'est qu'il existe plein de planifications de crise déjà en France. Il existe des DICRIM, il existe des plans communaux de sauvegarde, il existe des capacités à analyser les risques au quotidien, mais tout ça, c'est peu connu. La troisième hypothèse, c'est qu'on peut s'équiper en expérience de coopération, à savoir que pour faire face à une crise, il y a plein de manières de prévoir du matériel. Il y a plein de manières de réfléchir à des aménagements pour les infrastructures, pour les bâtiments, mais au final, l'expérience de coopération, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et on peut aussi s'équiper en expérience de coopération et apprendre, même par le jeu, à voir comment coopérer les uns avec les autres. Donc le jeu de l'entraide, c'est faire vivre à un groupe de joueurs pendant 2 heures une expérience intense avec des moments joyeux, de la réflexion, de la prospection, passer un bon moment ensemble autour d'une expérience de jeu de rôle. Donc on incarne un personnage, on est joueur ou joueuse et on rentre dans la peau d'un personnage. Et il y a un animateur ou une animatrice qui est là pour maintenir l'histoire sur les rails, à savoir les joueurs s'amusent et il y a quelqu'un qui est là pour faire en sorte que le scénario soit suivi et que les différentes étapes prévues soient passées les unes après les autres. Alors, c'est pas un jeu où on peut vraiment gagner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme aux échecs, des gagnants et des perdants, et quelqu'un qui aurait plus de compétences qu'un autre a plus de chances de gagner. Là, c'est un jeu au sens où on joue à être quelqu'un d'autre. Donc c'est un jeu en ce sens-là. Il y a pourtant un moment où on va faire le point sur la partie et on va, dans la dernière séquence, analyser les victoires et les défaites. Qu'est-ce que ça donne et comment on peut
faire le point sur ce qu'on a vécu ensemble. C'est une séquence extrêmement importante parce que ça va un peu ramasser l'expérience collective qu'on aura vécue pendant les 2 heures de jeu. C'est un jeu qui se fait avec une succession de scènes. Donc on joue des scènes. Il y a des scènes qui sont lentes, où on a le temps de discuter. Des scènes rapides, où on n'a pas le temps de discuter parce qu'il y a plein de choses qui se produisent très très rapidement et il faut agir. Et il y a une scène finale qui est souvent plutôt de l'après-crise, où les éléments intenses sont passés et on fait un peu le futur des différents personnages qu'on a incarnés, on le fait dans la scène finale et on voit vers quoi les destins des uns et des autres vont. Alors sur quoi on va pouvoir se baser pour faire ce jeu de l'entraide? On va se baser déjà sur une feuille de personnage. Une feuille de personnage, c'est une description sommaire d'une personne qui est décrite par son nom, son métier, son âge, qui est décrite aussi par un certain nombre de traits, qui peuvent être des traits de personnalité, donc cœur, main, tête, qui vont dessiner la manière dont cette personne fait appel à l'émotionnel, à du pragmatique ou à du stratégique. Et c'est un peu une orientation pour résoudre des problèmes, suivant qu'on fait plus ou moins appel à ces différentes manières d'aborder les situations. C'est une personne qui va avoir des besoins différents aussi, qui va avoir des besoins différents en survie, en confort et en principe, parce que ce n'est pas un jeu de survie, au sens où on confronte les personnages à des moments de crise, mais survivre n'est pas tout. Survivre est important, effectivement, il faut rester en vie pour pouvoir faire des choses, mais il y a des choses qui peuvent être plus importantes que la survie. Ça peut être le confort, par exemple, et on peut considérer que c'est pas à peine de vivre dans n'importe quelle condition de confort. Et donc ça peut être explicité et que les personnages peuvent chercher aussi à maintenir un niveau d'habitude ou de plaisir ou de satisfaction. Et la question des principes aussi, qui peut s'opposer à la question de la survie et du confort, parce qu'on peut avoir des principes moraux, politiques, religieux, philosophiques ou personnels qui vont nous guider. Et plus on a un score à lever en la matière, et plus on va avoir cette collection de principes qui vont organiser notre vie d'une manière différente. Et enfin, il y a des capitaux qui peuvent être mis en jeu, des capitaux comme la réputation, qui est un capital relationnel et qui va déterminer la manière dont on vous fait confiance ou pas. Un capital financier pour dire combien d'argent il y a sur le compte en banque et combien d'objets peuvent être mis en jeu. Et la santé, le capital santé, physique et psychique, la capacité à agir, à recevoir des coups, qui peut varier aussi en fonction des coups qu'on reçoit pendant une partie. Donc ça, c'est la base, donc la feuille de personnage. Et on joue aussi avec des cartes. Donc, les cartes, ce sont en fait des éléments supplémentaires qu'on peut s'autoriser à rajouter à l'histoire. Par exemple, là, il y a un certain nombre de cartes qui sont sur un extrait en fait des cartes qui existent. Par exemple, analgésique puissant, arc et flèche, biafine, bug out bag, qui est un sac d'évacuation, canne à pêche, chaise pliante, cocktail molotov, couteau suisse. Donc, ce sont des cartes qui peuvent être jouées, mais on imagine que par rapport à plein de situations, bah, il se trouve que les personnages ont accès à ce type d'équipement et vont pouvoir les mettre en jeu pour rajouter en fait cet équipement à l'histoire et donc faire advenir un équipement qui va avoir son intérêt dans l'histoire. La nouveauté sur la version bêta, c'est que maintenant il y a des explications. Avant, dans la version antérieure, il y avait juste
Les noms des cartes, là maintenant, on a des petites explications pour préciser un peu plus de quoi il s'agit. Par exemple, le bug out bag est expliquer la notion de sac d'évacuation ou préciser dans un cas de bunker ce qu'on entend exactement par là. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être amenées en jeu. Les personnages en ont un certain nombre pendant la partie. Il y a des cartes expérience qui correspondent à du vécu des personnages. Et sachant que il y a plein de vécus qui peuvent être surprenants, qui correspondent à des expériences qu'on n'attendrait pas de tel ou tel personnage, et donc qui ajoutent un côté cocasse à l'histoire, sachant qu'il y a des cartes qui sont distribuées en début de jeu. On n'est pas obligé de les jouer et on peut attendre d'avoir d'autres cartes pour faire compléter l'expérience du personnage. Et donc, on écrit son passé au fur et à mesure de la partie. Et il y a aussi un certain nombre de cartes qui sont des cartes actions, qui correspondent à des actions plus ou moins altruistes et égoïstes qui peuvent être faites par les personnages. Donc voilà, il y a des actions comme agression, création d'un faux document, qui vont être plutôt mal perçues par le groupe, et des actions plutôt positives comme qui facilitent la vie du groupe, qui vont être perçues plutôt positivement. Donc là, les cartes décrivent en fait les actions et l'influence que ça a sur la réputation du personnage. Donc, tout ce type de carte-là va permettre de jouer sur la manière dont le personnage agit. Il y a, pour celles et ceux qui ont assisté à des parties, des moments un peu plus complexes à appréhender qui sont les moments d'arbitrage. C'est que l'arbitrage, c'est nécessaire parce que l'histoire, elle est construite de manière un peu improvisée, un peu aléatoire, et donc ça part dans tous les sens. Et à un moment, il faut mettre l'histoire en pause, et décider comment elle va se poursuivre et comment on résout les actions qui sont sur la table, parce que les actions peuvent être plus ou moins vraisemblables. Et suivant leur degré de vraisemblance, on peut les accepter ou pas, ou alors en réduire la portée. Mais il y a des décisions collectives à prendre. Et comme c'est un jeu sur l'entraide et la coopération, ben, on essaie de faire en sorte que ce soit le groupe de joueurs qui prennent des décisions. Alors là, toute la subtilité est qu'il y a à la fois un groupe de joueurs qui est autour d'une table et un groupe de personnages qui sont dans la situation, et on essaie un petit peu de naviguer entre ces deux niveaux, entre le moment où on est dans l'histoire et le moment où on sort de l'histoire. Donc c'est des moments pas forcément très simples, qui demandent un petit peu d'expérience de jeu pour appréhender, mais qui peuvent être assez intéressantes en matière de prise de décision, et notamment de prise de décision dans l'urgence. Parce que le temps file, et le temps file sur la partie même, et il faut apprendre à prendre des décisions avec des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est très intéressant aussi, quand on est un groupe de gens qui sont des joueurs, d'apprendre à faire cette prise de décision. Juste qu'il y a des cartes arbitrage qui aident en fait à la prise de décision, parce qu'elles présentent un certain nombre de modalités de décision qui sont préétablies et qui vont influencer sur la manière dont on prend les décisions collectives. Donc tout ça, ce sont les éléments de jeu. Je vais repasser là. Sur donc les cartes arbitrage. Il y a une spécificité aussi, c'est que on attend des joueurs qu'ils jouent leur personnage.
Et donc, plus les personnages seront incarnés, mieux ce sera. Si les personnages sont en mesure d'être incarnés par les joueurs avec des accessoires, c'est encore mieux. S'ils peuvent être incarnés avec des improvisations, des effets de voix, des mouvements dans l'espace, tout ça, c'est extrêmement bien. Il y a un certain nombre de cartes qui ont été présentées, mais les cartes, en fait, c'est juste de l'aide pour faire avancer l'histoire. Des joueurs vraiment très expérimentés, ils peuvent faire l'histoire en jouant le moins de cartes possible et juste avec de l'improvisation, en fait. Mais ça, c'est un niveau de compétence qui ne peut pas être attendu de tout le monde. Et donc, on doit faire en sorte qu'il y ait des cartes pour simplifier la vie des joueurs qui sont les moins expérimentés. C'est pour ça que dans la version bêta, il y a aussi des choses qui sont des cartes joker. Et les cartes joker, c'est des cartes en fait qui sont réutilisables à l'infini et qui permettent de poser des expériences, des actions, des équipements autant de fois que nécessaire, autant de fois qu'on veut, tant que c'est vraisemblable. Alors, là, je vais vous présenter un personnage important qui s'appelle Ginette Renoir, qui est retraitée de 72 ans, qui est propriétaire d'un petit chien et d'un immeuble R+3 à Calais, qu'elle habite, qui tient beaucoup à sa réputation de propriétaire impliqué. Donc, elle a un certain nombre de caractéristiques. On voit qu'elle a 7 en finance, c'est pas mal, hein, elle est relativement bien fortunée. Elle a 8 en tête, ça veut dire qu'elle a tendance à beaucoup réfléchir quand même, à être assez analytique dans sa manière de faire les choses. Par contre, elle va pas forcément être très pragmatique. Elle a quelques principes, pas beaucoup, mais elle en a un, en fait, qu'on identifie bien sur sa feuille de personnage, qui est, elle tient à sa réputation de propriétaire impliqué. C'est pas une marchande de sommeil et voilà, elle a quand même un niveau de principe qui est supérieur à la moyenne. Donc tout ça, c'est des indications qui vont permettre, à la personne qui va être, Ginette Renoir ou au groupe de personnes, parce que ça peut être fait en groupe, de jouer ce personnage. Comment ça se passe une partie? Donc, dans une partie, il y a une phase d'installation. Donc, on réexplique les règles, on réexplique les personnes, on réexplique la situation. Et une fois qu'on est passé en phase de jeu, on va être on va alterner entre des scènes lentes, des scènes rapides et des scènes d'arbitrage. Et donc, on va passer de l'une à l'autre en fonction du scénario. Et ça, tout ça, c'est le scénario qui va le déterminer. Le scénario va proposer des scènes lentes, vous proposer des scènes rapides, vous proposer des moments d'arbitrage éventuellement. Et ça va passer comme ça de l'une à l'autre, sachant que en scène lente, ben, on a le temps de discuter un peu les uns avec les autres. En scène rapide, on n'a plus trop le temps, il faut agir vite. Et les moments d'arbitrage viennent quand il y a beaucoup de choses qui sont sur la table et qu'il faut simplifier la situation. Il y a une carte arbitrage qui est posée et qui détermine la règle du jeu pour les arbitrages éventuels, qui peut changer si des joueurs décident de jouer d'autres cartes arbitrage et pour remplacer la règle d'arbitrage en cours. Une fois qu'on arrive au bout du scénario ou une fois qu'on n'a plus trop le temps pour continuer la partie, on passe à la scène finale. Il y a une scène où on peut prendre un peu plus le temps de poser les choses. Et on finit par le moment de victoire et de défaite pour faire le bilan de ce qu'on a appris ou de ce qu'on aurait voulu voir ou la manière dont les choses se sont bien ou mal passées pendant la partie. Voilà, donc on rappelle les scènes d'arbitrage, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. C'est un extrait de l'an 01.
mais c'est effectivement des moments où on arrête, on réfléchit, on simplifie et on clarifie l'histoire. Et victoire et défaite, est-ce qu'on a réussi à interpréter son personnage? Est-ce que les actions ont été vraisemblables? Est-ce qu'on a passé un bon moment? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Et qu'est-ce qui serait intéressant d'explorer? Voilà, donc c'est porté par Adaptation Radicale et c'est développé par moi pour le moment. Donc ça, c'est les règles du jeu de la version bêta. En plus des règles du jeu, il y a un guide d'animation. Alors, vous voyez en fait là des symboles que j'utilise assez fréquemment, qui sont en fait un jeu de symboles qui servent à illustrer les 10 crimes, les documents d'information sur les risques majeurs que j'utilise beaucoup pour créer les scénarios. Alors, donc là, il y a un guide d'animation qui sont des conseils en fait pour gérer la partie, pour que les gens qui ont peu d'expérience sur le jeu prennent confiance en eux et des indications sur la manière de gérer les choses. Donc ça, c'est un guide d'animation. Et je vais vous présenter ensuite un scénario, que vous voyez à quoi ressemble un scénario. On peut prendre une petite série de discussions. Regarde s'il n'y a pas des gens qui sont en train d'essayer de rentrer. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, oui. Oui, on dort pas, on dort Oui, pas. On est là. Ah. Est-ce que vous avez des questions à ce stade pendant que je fais des réglages? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, des éclaircissements? Bon. non, je pense qu'avec un exemple de scénario, ça aidera à contextualiser le tout. Très bien. Alors allons-y. Voici donc un scénario calé. Alors c'est un scénario que j'ai fait assez souvent, qui m'aide à contextualiser les choses sur un territoire que je connais bien, parce que je préfère écrire des choses sur les territoires que je connais. Donc on peut présenter donc les personnages d'un scénario calé. Donc là, il y a donc Ginette Renoir, que vous avez déjà vu. Il y a aussi un personnage qui intervient souvent dans mes scénarios qui s'appelle Alpha, qui est un migrant francophone. Donc il ne cherche pas à aller en Angleterre, qui cherche à s'intégrer en France, voilà, qui est extrêmement pauvre, mais extrêmement pragmatique et qui est habitué à vivre à la dure. Et donc dans le scénario Calais, qui habite chez Ginette sous le toit. Vous avez donc ici Mélanie Le Sieur du Gommier, qui est la maman de Gaïa et Amadeus, la femme de Loïc, qui loue au 2e étage, qui aime beaucoup les ragots, les rumeurs et les commérages, qui est une graphiste de 40 ans. Et vous avez Loïc Le Sieur, son mari, qui habite là aussi avec sa famille au 2e étage, qui est développeur web et assez anxieux, qui a un fort besoin de survie, notamment. Donc ça, c'est 4 personnages. En fait, un scénario, ça peut en avoir jusque 8. 8 personnages. Là, donc, je vous présente juste ces 4-là dans ce scénario, mais je rajouterai les 4 autres ensuite. Ils habitent donc à Calais dans un immeuble R+3. Et on commence la phase d'installation par des éléments de contexte. Nous sommes le 10 novembre 2027
à Calais. Ginette Renoir est propriétaire d'un immeuble où elle réside. Il a fait installer un ascenseur et a découvert que des fissures étaient apparues dans son immeuble. Pourquoi y a-t-il des fissures? Eh bien, en fait, l'été 2027 a été très long, très chaud, très sec et les fondations ont bougé, ce qu'on appelle le risque retrait-gonflement des argiles, qui est un risque présent à Calais et présent dans le Nord-Pas-de-Calais de manière assez générale. Et d'ailleurs, si on lit le DICRIM de Calais, on voit toutes les zones en fait qui sont soumises au risque retrait-gonflement des argiles. Et les assurances commencent à rechigner à ce sujet. Ginette craint et elle apprend que le président Darmanin va faire une visite à Calais pour faire des annonces sur l'immigration une semaine plus tard. Qui a créé les scénarios? Alors pour moi, c'est moi qui crée les scénarios pour le moment. Mais on verra plus tard qu'il y a tout un dispositif en fait pour la création des scénarios qui existe par ailleurs. Et pour l'instant, les scénarios sont tous de moi. Vincent, qui est présent ici, il est référent sur l'écriture d'un scénario Etanto, dont on pourra parler éventuellement si Vincent on est d'accord plus tard. Donc après la phase d'installation, donc je vous rappelle qu'on passe dans des phases de scène. Ah oui, là c'est une erreur d'ailleurs, j'ai écrit séquence, mais en fait c'est scène. Séquence lente. Donc Ginette a réuni les habitants de l'immeuble dans son salon, au premier étage. Elle souhaiterait faire une action des habitants de l'immeuble pour attirer l'attention de la presse et du président sur ce risque de retrait-gonflement des argiles. Donc elle veut hacker la visite présidentielle pour qu'on parle des choses qui arrivent dans son immeuble et elle essaie de mobiliser les locataires de son immeuble et les inviter dans son salon pour prendre l'apéro et lance la discussion. Donc à partir de là, on passe en scène lente et on demande à chaque en fait personnage de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il en pense de cette situation? Sachant par exemple que Alpha, qui est migrant, sans papier, et pas forcément hyper chaud pour devenir visible à cette occasion-là. Alors je vois qu'il y a une question de Thierry sur les personnages. Alors, il faut au minimum 4 joueurs. Les scénarios sont conçus pour il y a 4 personnages centraux pour chaque scénario, qui est le minimum pour commencer une partie. Et donc, on ne peut pas commencer les parties si on n'a pas trouvé au moins 4 personnes pour incarner 4 personnages. Parce que de toute façon, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est aussi les interactions du groupe. Et comme les interactions du groupe, c'est important, on ne peut pas faire les scénarios à 2 ou 3. Il faut être au moins 4 pour que les interactions soient riches. Donc, le minimum, c'est 4. Et il n'y a pas de maximum, vraiment, puisqu'on peut même avoir une vingtaine de joueurs et joueuses en ayant des équipes de 2 ou 3 par personnage. Et après, on peut avoir des spectateurs, parce que c'est une histoire qu'on raconte. Non, l'animateur, c'est un rôle à part, effectivement. Donc il faut 5 personnes qui jouent, une personne pour animer et 4 pour jouer. Et l'animateur ou l'animatrice ne va pas pouvoir jouer et incarner un personnage, ça nuirait en fait à la fluidité des échanges. Il faut quand même un peu de fluidité pour que ça marche. Et déjà, l'animateur ou l'animatrice va avoir une tâche assez lourde par rapport aux autres, donc on ne peut pas se surcharger non plus avec un personnage. Et sachant qu'il va devoir aussi incarner ce qu'on appelle des personnages non joueurs, donc des personnages qui interviennent dans l'histoire mais qui ne sont pas pris en charge par des joueurs ou des joueuses.
Donc là, je reprends. Donc il y a une scène lente qui est la scène de début où on a une discussion entre personnages et on exprime le point de vue par rapport à la pertinence de faire une action. Et ça peut partir dans plein de directions différentes, hein. Il y a des gens qui étaient partis dans un truc très manifestation, d'autres qui étaient partis dans un truc, on va mobiliser l'ensemble du quartier, d'autres qui étaient partis, ah non, non, il faut rien attendre des politiques, on va gérer la situation nous-mêmes et on va faire appel à de la maçonnerie et on va imaginer un système pour consolider l'immeuble à partir de ça. Donc ça part un peu dans tous les sens. Et après, on passe dans quelque chose qui est une séquence rapide. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir des gens qui doivent intervenir très rapidement par rapport à une situation. Donc là, on a une situation, c'est que pendant que les adultes discutaient, ben, les enfants ont fait un jeu et ont fait des bêtises en fait pendant le jeu et donc Gaïa a une plaie à la tête. Et donc il faut résoudre la situation rapidement. J'en profite pour répondre à la question de Thierry. Quelles sont les procédures pour accorder sa voix dans une équipe? Il n'y a pas de procédure. Au sein des équipes, les gens se débrouillent et doivent inventer en fait les procédures qui vont bien au sein de l'équipe. Et ça, c'est pas du tout géré par l'animation. C'est une responsabilité des gens qui constituent une équipe. Une fois que la question de la séquence action est résolue, il peut y avoir nécessité d'un arbitrage ou pas, ça dépend de la manière dont les choses se sont passées. On repasse à une scène lente. Et donc, en scène lente, le temps a un peu passé. Et en fait, la visite du président Darmanin a été annulée parce qu'il y a une tempête qui arrive sur les côtes calaisiennes. Il y a une tempête qui arrive sur les côtes calaisiennes et la tempête Gérard fait fuir Gérald Darmanin, mais ça ne réjouit pas les habitants du delta de là, puisque sur les collines de l'Artois, la pluie tombe et commence à menacer d'inonder un certain nombre de communes du territoire de Saint-Omer, de Watten, donc l'arrière-pays de Dunkerque et de Calais et de Gravelines menace de se retrouver sous les eaux comme c'était le cas à l'automne et l'hiver dernier. Donc, on a la possibilité d'avoir une discussion sur la question des inondations, le risque d'inondation, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à une inondation, par rapport à des pluies qui descendent des collines, qui inondent la zone de polder. C'est aussi l'occasion de discuter de rumeurs qui circulent, notamment des rumeurs autour de la fermeture de la centrale de Gravelines, le risque de blackout. Alors, il faut savoir que dans le cas présent, ce sont des rumeurs et à ce stade, ça ne correspond pas à des choses qui sont réelles. Mais il faut aussi confronter les personnages et les joueurs à des fausses pistes et à des faux potentiels de scénario parce que les risques sont multiples et on ne sait pas nécessairement dans quel sens va partir le scénario. J'en profite pour répondre à la question de Thierry, si on peut créer des personnages en plus par rapport au scénario prévu. Eh bien oui, on peut le faire, puisqu'il y a 4 personnages centraux qui existent, et il y a 4 personnages secondaires qui sont toujours préparés, mais il peut aussi y avoir création de nouveaux personnages relativement vraisemblables par rapport à la situation, par rapport au lieu où se passe l'intrigue. Et on peut aussi choisir de s'incarner soi-même. Il y a un certain nombre de gens qui veulent jouer une version fictionnelle d'eux-mêmes et donc qui se décrivent eux-mêmes par rapport aux règles du jeu, par rapport au profil, et disent ce qu'ils estiment être leur profil. Ce qui peut être un peu surprenant parce qu'on voit que les gens se perçoivent pas forcément du tout de la même manière que d'autres personnes les perçoivent. Mais en tout cas, ils ont le droit de s'incarner eux-mêmes dans le scénario. C'est tout à fait possible.
une fois qu'on a géré donc cette question de séquence lente par rapport à la question des inondations de manière un peu générale, il faut voir que souvent, comme on est dans le jeu de l'entraide, les gens sont assez spontanément assez généreux et commencent à assez vite parler d'accueillir des réfugiés de l'intérieur des terres, parce que c'est des inondations qui concernent les terres qui sont un peu en retrait par rapport au littoral, mais qui ne concernent pas directement Calais, Gravelines ou Dunkerque, hein, qui peuvent être un peu surélevés par rapport à ça et pas directement concernés par le gros des inondations. Donc on est souvent dans des phases de solidarité avec d'autres à ce moment-là. Et tout d'un coup, dans le scénario, les choses se retournent un petit peu parce qu'on parle d'une solidarité avec des gens à l'extérieur, avec une tempête qui arrive directement tout d'un coup sur les gens parce que la tempête prend de l'ampleur, le vent se lève, on passe en vigilance orange, les écoles ferment, on conseille de limiter les déplacements. Et donc, on doit réorganiser la vie au sein de l'immeuble par rapport à ces nouvelles circonstances qui arrivent, notamment le fait que voilà, les enfants ne peuvent plus aller à l'école, les gens qui sont livreurs à vélo ne peuvent plus livrer, les gens qui sont sur les chantiers à l'extérieur ne peuvent pas aller dans les chantiers. Et donc, on réorganise la vie collective et alors que la vie est en train de se réorganiser, craquement sur le toit, des tuiles s'envolent, il pleut sous les combles. Voilà, il y a de l'eau qui commence à s'infiltrer dans l'immeuble et il faut agir. Il faut agir rapidement. Il faut agir rapidement. Et donc là, il y a des questions d'action collective qui se mettent en place dans cette scène-là. En général, on doit passer à une scène d'arbitrage à ce moment-là parce que c'est une scène d'action assez intense pour le coup avec un enjeu fort qui arrive et donc il y a les personnages voilà, qui jouent leurs cartes, qui jouent leur carte d'action, qui amènent des équipements en jeu, qui tentent des choses, qui peuvent se blesser, voilà, qui peuvent faire des choses qui vont les impacter assez forcément. Donc il y a nécessité d'un temps d'arbitrage. Il y a nécessité d'un temps d'arbitrage à ce moment-là et où on doit résoudre la situation, résoudre les différents éléments qui ont été amenés en jeu. Et après, on repart. On repart dans un environnement un petit peu apocalyptique, puisque non seulement il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des rumeurs qui courent, et beaucoup de rumeurs qui courent et des institutions qui sont très rassurantes, qui disent qu'il ne faut pas céder à la panique. Il ne faut pas céder à la panique, il faut pas céder à la panique jusqu'au moment où la sirène d'alarme retentit. Et donc là, il est conseillé de la faire retentir effectivement et de la faire entendre en fait aux gens qui sont présents. Et des alertes SMS arrivent sur les téléphones. Des alertes SMS arrivent sur les téléphones et on arrive à la mer qui envahit Calais, le risque inondation donc qui devient une réalité et un mètre d'eau qui arrive dans les rues de Calais sur le secteur où habitent les personnages. Et donc, il faut gérer cette situation, notamment pour les personnages qui habitent en rez-de-chaussée, les gens qui ont des choses à la cave, les gens qui envisagent aussi de quitter la maison. Là, c'est pas recommandé de quitter alors même que la mer est en train d'envahir la ville. Et il faut gérer donc cette situation en scène rapide. Voilà donc à quoi ressemble un scénario. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous, du coup, ce que c'est qu'un scénario dans ces circonstances-là? Est-ce que vous voulez en discuter? Est-ce que vous voulez des précisions par rapport à tout ça? Tu n'as pas dit combien de joueurs pour y avoir maximum? Alors, je dirais 20. C'est pas mal.
parce que je ne sais plus combien on était à l'Académie du climat, je n'ai pas compté exactement, mais on devait se rapprocher de ça. Euh, Et en ayant 2 à 3 personnes par personnage, on arrive assez vite à 20 en fait. Alors c'est assez complexe à gérer pour l'animateur, un 20, ben oui. puisque après, quand on l'a fait donc le 6 avril à l'Académie du climat, on a fait 2 parties. Donc on en a fait une à 20 avec des spectateurs, et puis on en a fait une à 5. Bon, la partie qu'on a fait à 5 était quand même beaucoup plus calme, et beaucoup plus détendue, et beaucoup moins tendue, on va dire, pour la personne qui doit animer. Mhm. Et heureusement, on ne gère pas ce qui se passe au sein des équipes, parce que les gens se débrouillent. Alors parfois, il y a une personne qui prend toute la place, et puis voilà, parfois les gens interviennent à tour de rôle, parfois ils négocient entre eux sur la manière dont ça va se passer. C'est vraiment très différent en fonction des profils de gens qui sont là et comment ils vivent l'expérience. Thierry, Oui, une question me vient, c'est par rapport au scénario et cette alternance de scènes lentes et de scènes rapides. Bon, là, enfin, tant qu'on joue pas, c'est compliqué de voir exactement quelle est la dynamique, mais euh, de ce que j'ai cru comprendre dans une scène lente, bon, c'est plutôt des éléments d'échange verbaux, mais dans une scène rapide où il faut agir, comment se passe l'action? Comment se fait la distribution de la parole entre les personnages, mais aussi comment se fait quand il faut agir, comment on agit en fait? ouais. Alors, en fait, on peut agir en scène lente ou en scène rapide, hein, on peut agir dans tous les cas. Et les cartes, en fait, sont là pour faciliter l'action. Puisque, très simplement, il y a un trou dans le toit, ben, un personnage va jouer une carte échelle, un autre personnage va jouer une carte bâche, imperméable, un autre personnage va jouer expérience maçonnerie. Et donc, en fait, le fait d'amener des équipements ou d'amener des expériences correspond déjà à des actions. Et puis après ça, il y a des actions un peu plus spécifiques, comme se cacher ou faire une action héroïque, de sauter, de faire un saut important, ou de voler quelque chose, profitant que les gens sont occupés à faire le problème, bah, aller voler un collier dans un appartement. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, correspondent à des cartes que les gens ont et qui vont jouer en fait. Ils sont un peu timides, mais par exemple, j'ai fait une partie avec la bande de Pablo Servigne du Réseau des Tempêtes, et il y a quelqu'un que je ne nommerai pas qui a joué une carte cocktail Molotov dès que le nom de Gérald Darmanin a été prononcé. Voilà, disant, bah, voilà, il y a un élément de scénario qui arrive, bah, je joue un élément d'une carte que j'ai en main, et c'est une action tout de suite qui correspond à ce que fait mon personnage. Il n'y a pas de distribution de la parole, il n'y a pas de tour de jeu. Les gens jouent des cartes, en fait. Les gens jouent des cartes et les jouent tant qu'ils peuvent. Thierry? Oui, mais et les cartes, elles sont distribuées de quelle manière? J'ai Alors, peut-être raté l'explication. non, j'ai pas été dans le détail en fait de l'explication de la distribution des cartes. Les cartes sont liées au personnage. C'est-à-dire que chaque personnage reçoit une carte d'arbitrage qui lui permet d'influer sur la manière dont le groupe de joueurs prend des décisions collectives. Il reçoit 3 cartes action et une carte joker action vraisemblable. Donc la carte joker, c'est une carte qui revient en main dès qu'elle est jouée. Donc il peut être une carte qui peut être jouée autant de fois que nécessaire pour faire des actions. Et les cartes actions donc correspondent à des trucs un peu moins vraisemblables, mais qui rajoutent du piquant au jeu. Il reçoit
des cartes expérience correspondant à l'âge divisé. Ah non, non, c'est pas l'âge divisé par 4. Il y a une petite erreur, c'est l'âge divisé par 20 en fait. Et donc, un personnage qui a 80 ans recevrait 4 cartes expérience qui correspondent à des choses qui ont été vécues dans des moments antérieurs de sa vie par cette personne. Et une carte de joker expérience vraisemblable, donc pour faire advenir toute expérience liée à son métier qui peut être vraisemblable. Et reçoit un nombre de cartes équipement qui correspond à ce qu'il a en finance divisé par 2. Donc un personnage, donc je reprends ici, je reprends Ginette Renoir. Ginette Renoir va recevoir 3 cartes expérience, 3 cartes action, et elle va recevoir 4 cartes équipement. Et en plus, elle aura, comme tout le monde, les 3 jokers vraisemblables qui peuvent être joués autant de fois que nécessaire. Mais un personnage comme Alpha, par exemple, va recevoir une seule carte équipement et une seule carte expérience. Mais il aura les 3 cartes action, la carte arbitrage comme tout le monde et les cartes joker comme tout le monde. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, oui. J'ai pas trop parlé de l'évolution de la réputation et de la santé. En fait, en fonction des actions qui sont faites, plus ou moins altruistes ou plus ou moins égoïstes, la réputation des personnages va varier. Alpha ici part avec une réputation de 5, mais s'il fait des actions plutôt positives, il va avoir sa réputation augmentée. Et s'il fait des actions plutôt négatives, sa réputation descendre. On va savoir que s'il arrive à 0 en réputation, plus personne ne lui fait confiance. Et donc, il est exclu du groupe, ce qui peut poser problème. Et donc, on a eu des expériences où Alpha voilà, commençait à voler des objets de valeur, était soupçonné, et à un moment, il était ostracisé par le groupe. Et il a fallu inventer un moment d'une grande séquence bienveillance pour qu'il soit réintégré dans le groupe. Il peut y avoir aussi des variations de la santé, les blessures, les moments d'intense stress dans différentes situations pour faire baisser en fait la santé, et à 0, le personnage devient catatonique ou évanoui, et il a besoin en fait du secours des autres pour pouvoir réintégrer le jeu. Mais Julien, du coup, comment se fait l'allocation de points de réputation ou diminution? C'est c'est à l'issue d'un vote ou c'est mécanique? Alors c'est mécanique puisque c'est défini, par exemple ici, tu vois, j'ai des actions. Et voilà, si le personnage en agresse un autre, il va perdre beaucoup en réputation. Par contre, si à un moment il raconte la fable du colibri et inspire tous les autres personnages à faire leur part, il va augmenter en réputation. Et là, actuellement, pour faciliter le jeu, tous les scores sont prédéfinis parce qu'il y a un enjeu en fait qu'on ne traîne pas trop, on va dire, et que les règles soient pas trop lourdes et que la partie puisse être animée et assez rapide, qu'il se passe le maximum de choses. Donc les règles sont un peu légères intentionnellement pour éviter de passer trop de temps sur la question des règles. Oui, encore Thierry? Oui, bah, j'ai plein de questions, hein, c'est tellement intéressant. Mais là, si effectivement par rapport aux actions, bon là, à l'écran, on voit promesse bidon, le personnage fait une promesse qu'il ne peut pas tenir. Mais
Comment se fait cette promesse? À qui? Qui dit que c'est une promesse bidon? Je ne vois pas trop là. Alors, c'est le rôle, en fait, et du personnage et des autres joueurs et de l'animateur ou de l'animatrice de donner, en fait, de la chair, en fait, à la situation. Et donc, soit on peut résoudre très rapidement la question, et dans ce cas-là, c'est résolu au fil de l'histoire, soit on est sur une situation compliquée, et dans ce cas-là, ça va nécessiter un arbitrage. On a eu à l'Académie du Climat un personnage qui était parti pour aller coller une patate à Darmanin, là, qui avait décidé d'aller faire voilà, une agression physique contre le président de la République. Et il a fallu gérer la situation. Comment on gérait cette question-là tout en restant dans une certaine vraisemblance de l'histoire. Et donc, ça a donné lieu à une discussion endiablée entre tout le monde, à un arbitrage collectif. Et au final, il s'est avéré que cette agression n'a eu lieu que dans l'esprit du personnage en question, qui avait fumé du cannabis, en fait, précédemment, et cette agression n'a pas eu lieu. Mais voilà. Mais donc, l'élément reste dans l'histoire, mais il est accommodé avec un peu de vraisemblance pour éviter que l'histoire parte dans tous les sens. Et donc, les cartes, en fait, amènent en fait des éléments narratifs, mais c'est une responsabilité collective de toute la tablée et de l'animation d'arriver à insérer correctement ces éléments dans l'histoire. Donc, il y a un guide d'animation qui essaie d'expliquer tout ça. Donc, dans le guide d'animation qui vous sera envoyé, voilà, il y a des explications pour arriver à créer cette histoire collectivement et pour rappeler en fait un certain nombre de consignes, notamment sur le fait que les règles sont indicatives et qu'elles servent essentiellement à créer des dynamiques collectives. Il n'y a pas de triche possible en fait dans ce jeu, puisqu'en fait, même s'il y a des comportements problématiques de la part de joueurs et de joueuses, ça servira pour la réflexion finale. Donc tout ce qui s'est passé dans la partie peut être rediscuté en phase victoire et défaite. Et même s'il y a des joueurs qui sont plus remuants et plus contestataires que d'autres, ça sert dans l'analyse des dynamiques collectives parce que le but final, ça reste quand même de parler de dynamique collective. Et c'est là-dessus, on va dire, qu'on atterrit dans la dernière séquence. J'ai une question. Oui. Alors, Camille de Toulouse. Ouais, c'est ça, exactement. Qui est de savoir, dans la phase victoire et défaite, j'ai l'impression que des personnages ont des objectifs ou des buts qui vont pouvoir être réussis ou au contraire qui vont pouvoir être mis en échec. Ce sont des buts communs, comme tous survivent par exemple. Est-ce que ça va être des buts individuels? J'espère avoir répondu à mon niveau de confort, de ne pas être à zéro en santé ou en réputation. Ou est-ce que le seul objectif, c'est d'incarner des personnages, en fait, et advienne que pourra, si tout le monde n'est pas vivant à la fin, quoi. Alors, il y a un peu de tout ça. Le but du jeu n'est pas de survivre. J'avais dit, on peut tout à fait interpréter très brillamment son personnage et mourir, puisque si c'est la logique, on va dire, de l'anime connective et la logique de l'histoire, ce qu'on demande par contre, c'est d'incarner son personnage de manière la plus vraisemblable possible et de rester fidèle aux éléments qui sont sur la feuille de personnage. Par exemple, ici, on voit que Ginette Renoir, elle tient à sa réputation de propriétaire impliqué et pas de marchande de sommeil. Et donc, c'est un élément qui peut être tenu jusqu'au bout et dire si à la fin, si elle a dû sacrifier sa réputation d'une manière ou d'une autre, on peut en discuter, mais a priori, elle va essayer de tenir ça. Par contre, il peut y avoir des changements d'objectifs.
en cours de jeu. C'est-à-dire qu'un objectif qui arrive à un moment pour un personnage peut en fait être abandonné en cours de route au profit d'un autre objectif face à la pression de la réalité. Enfin, il y a des personnages qui s'étaient donnés pour objectif d'être très très altruistes, par exemple, et qui doivent abandonner leur degré d'altruisme par rapport à la pression du groupe. C'est une défaite personnelle, mais c'est une victoire, on va dire, de la vraisemblance de la pression de groupe. Donc voilà, les choses peuvent être assez nuancées à ce sujet-là. Et ce qui est intéressant en phase victoire et défaite, c'est justement d'en discuter. C'est justement de voir à quel point les gens ont réussi à tenir ou pas les différents objectifs qui s'étaient fixés. Ça peut marcher aussi en sens inverse. Hein. J'ai un joueur qui avait décidé d'incarner Daniel Tati, et d'incarner le personnage le plus acariâtre et insupportable qui soit possible, et qui n'a pas réussi face à la pression du groupe en corde, et qui a dû, face à la pression du groupe, à un moment mettre de l'eau dans son vin et devenir moins acariâtre et créer des liens avec les autres personnages. Merci beaucoup. C'est une très bonne réponse. D'autres questions? Oui, moi, enfin, j'ai une question commentaire, j'essaie de le formuler clairement. Par rapport à ce qu'on veut tester ou, par rapport aux objectifs du jeu, de manière encore plus générale. Est-ce qu'il y a une volonté de transmettre quelque chose? Moi, j'ai compris qu'il y a de transmettre, de développer la culture de crise, mais en même temps, il s'appelle le jeu de l'entraide. Donc, est-ce qu'il y a une volonté aussi d'apprendre en quoi l'entraide ou tous les mécanismes d'entraide, surtout en situation de crise ou je ne sais pas quoi? Et si c'est le cas, pourquoi j'ai été étonnée, par exemple, dans le jeu, et là tu l'as répété, Julien, que par exemple, il n'y a pas d'imposition de règles de parole ou de trucs comme ça, et que c'était pas une volonté d'emblée que tu avais. Voilà. Tout à fait. Donc, je vais reprendre un petit peu Ouais. le pourquoi du comment. Mm. Il y a un certain nombre de mécanismes de base qui existent, qui ont structuré ce jeu et qui viennent directement du livre de Servigne et Chapelle. Et qui sont des théories qui sont reprises d'ailleurs sur la question de l'entraide, sur des choses qui s'appellent système 1, système 2 et la manière dont on réagit en fonction des situations. Et le but est de ne pas faire un jeu qui soit trop bisounours, au sens où l'entraide est pensée dans ce jeu comme un mécanisme émergent, mais pas une valeur morale. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il soit moralement supérieur de s'entraider plutôt que de ne pas s'entraider. Par contre, ça peut être utile de s'entraider. Et c'est là-dessus que tout le système est construit. C'est-à-dire qu'il existe des manières de faire, des manières très coopératives, des manières très douces et bienveillantes et structurées, mais qui ne sont pas toujours pertinentes en fonction des situations. Et l'idée, c'est de faire émerger aussi des formes d'entraide spontanée sous la pression de l'environnement, et sous la pression du temps, et sous la pression des éléments, des événements, et de montrer qu'il y a des manières d'inventer la manière de s'entraider, et qu'on peut avoir des surprises dans la manière dont les gens se comportent, y compris pendant la partie, y compris avec des joueurs, y compris en se questionnant par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on pense sur ces questions-là.
Et donc, il y a eu une discussion de savoir s'il fallait garder le nom du jeu, de continuer à appeler ça jeu de l'entraide ou changer le nom et dire on appelait ça, je sais pas, agence touriste ou autre chose pour décaler la question de l'entraide. Mais au final, l'avis général est plutôt que le titre correspond bien, y compris en intégrant la question de la surprise et de l'imprévisible et de l'imprévu. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci. Voilà. Voilà. Donc, j'ai remis donc, à l'écran donc, les 3 hypothèses. La nécessité de l'entraide par rapport à un environnement hostile, l'existence d'un certain nombre de dispositifs qui existent avec leurs limites, et la question de s'équiper en expérience de coopération. Sachant que par rapport à la question institutionnelle, on est dans un rapport un petit peu paradoxal en fait à la réponse institutionnelle, c'est-à-dire qu'on est dans un espace où on est à la fois dans le avant que les secours institutionnels aient pu se mettre en place, et puis on est aussi un peu dans un contre quelque part, ou dans une certaine méfiance, on se dit oui mais finalement, a-t-on raison de faire confiance aux institutions? Et le jeu ne va pas répondre à cette question-là. Le jeu questionne un petit peu la question des consignes, la question de l'obéissance à des consignes, la question de l'obéissance à des choses qui sont préparées, et vise à ce qu'on puisse avoir les discussions, en fait, à ouvrir les discussions et servir après éventuellement à des discussions plus longues autour des mécanismes qui sont prévus, notamment sur la question d'évacuation. On va faire vivre une évacuation à des gens et comprendre à quoi ça correspond une évacuation, par exemple, c'est un des objectifs du jeu. Oui, Julien, une question me vient là par rapport aux situations critiques qui sont dans le scénario, donc, et qui appellent à l'action et donc à l'entraide des joueurs. Mais qu'est-ce qui va déterminer que l'issue d'une action est un succès ou non, ou, total ou partiel? Alors, ce qui va déterminer, ça s'appelle le critère de vraisemblance. C'est le critère le plus important, on va dire, de résolution d'action, puisque pour les gens qui ont une expérience du jeu de rôle, il y a des règles, des scores, des dés, ce genre de choses. Là, tout ça n'existe pas, parce que ça alourdit un peu, et puis c'est un peu excluant pour les gens qui n'ont pas ce type de culture. Par contre, on part du principe que si c'est vraisemblable, c'est intégré. Et donc, on demande un peu un accord collectif autour de cette notion de vraisemblance, ce qui pousse aussi le groupe de joueurs à se poser la question de ce qui est vraisemblable et de ce qui ne l'est pas. Et donc, de réfléchir par rapport à cette notion de vraisemblance. Les événements qui sont intégrés dans les scénarios sont calculés par rapport à la vraisemblance, c'est-à-dire qu'on ne fera pas d'invasion extraterrestre, par exemple, ou d'apocalypse zombie. Ça, on n'intégrera pas ça. Par contre, des scénarios où il y a des grosses crises alimentaires, des crises énergétiques, des guerres, des bombardements, tout ça, c'est des choses où on considère qu'il y a un degré de vraisemblance et on peut construire des scénarios autour de ça. Voilà, on est dans une ville qui se fait bombarder, par exemple. Et il y a une vraisemblance qui est. On peut dire que la probabilité est faible, mais on est dans un domaine de vraisemblance et on va introduire les éléments par rapport à ça et on va discuter les éléments. Si les situations est réglée rapidement par un consensus de groupe amené par l'animateur ou l'animatrice, c'est intégré au fil de l'histoire. Et si ça amène un débat un peu compliqué, on passe en phase d'arbitrage. On arrête, on met le jeu en pause et on discute de la vraisemblance en phase d'arbitrage et puis on décide, on va dire, si on fait le choix
de maintenir le scénario sur les rails de la vraisemblance, ou de ou le faire aller dans un truc plus catastrophiste, plus altruiste, plus égoïste. Ça, c'est des discussions collectives et on demande au groupe de joueurs de trancher, en fait. Donc là, par exemple, voilà, il y a des règles d'arbitrage là qui sont à l'écran et il y a des règles où on choisit de décider de plein de manières différentes, y compris en choisissant que le catastrophisme, par exemple. Rémi a encore la main levée, mais est-ce que c'est la fois précédente qu'il n'a pas... Non, c'est une nouvelle question, mais je ne sais pas si on a le temps. On a encore 35 minutes. Ok. Et je vous présenterai des choses après, mais C'est des questions. C'est une remarque, question. Quand on joue à ce jeu, on a une expérience plutôt à la première personne. J'incarne mon personnage et j'agis avec mes deux mains et mes deux pieds. J'interagis de personne à personne, quoi, mais il n'est pas question d'une autre dimension plus collective, long terme, puisque comme tu l'as précisé, il s'agit des 72 heures après une crise, le déclenchement d'une crise. Et est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a toutefois là-dedans une dimension collective je sais pas, les droits et les libertés d'un groupe qui sont en jeu, qui sont à combattre, à acquérir est-ce que c'est plutôt quand on résume à la fin dans la scène finale, on va essayer de dézoomer, de prendre du recul et de voir comment ça se joue à l'échelle d'une société, d'un territoire aussi. Alors, c'est exactement ça. Alors, c'est des éléments qui ne sont pas absents, hein. Là, par exemple, quand je disais il y a Gérald Darmanin qui arrive et on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer son attention sur le retrait-gonflement des argiles. Là, c'est un moment où les choses se passent, on peut dire, et c'est en scène lente, et on peut dire, les personnages discutent, et l'expérience montre que ça part dans des directions différentes, hein. Ça peut partir sur l'autogestion complète. Non, on n'a pas besoin de faire des trucs, on se débrouille nous-mêmes. D'autres où on fait une action d'éclat, on fait un truc très très visible, avec des funambules qui font des trucs au-dessus de la rue et qui font un truc pendant que le président y passe, etc. Ou d'autres qui font on va mobiliser le quartier. Enfin, ça part vraiment dans plein de sens. Dans le scénario Strasbourg, par exemple, il y avait un exemple d'habitat partagé qui avait réussi à mettre son habitant en sécurité avant que la crue n'arrive, alors qu'il passait pour des fous dans tout le quartier. Et les gens disaient, mais non, c'est des catastrophistes, ça ne va pas se passer. Et finalement, c'est eux qui avaient raison. Et du coup, après ça, il y a toute la question de comment transmettre leur expérience à l'ensemble de la ville, quoi. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent, mais c'est plutôt dans la scène finale qu'on va discuter de ça. Dans la scène finale, on va discuter à la fois du destin individuel des personnes et des dynamiques collectives, mais qui peuvent être à des échelles très différentes. Ça peut être à l'échelle du groupe de personnages, du quartier, de la ville, mais c'est le moment où on va passer du temps à parler de ces choses-là. Merci. Julien, je reviens sur les cartes qui sont distribuées aux participants. Les cartes sont visibles de tous les participants ou c'est des cartes qui sont simplement connues de celui qui les possède? Alors, c'est des cartes qui sont en main, donc qui sont connues de la personne qui les possède. Le principe étant que quand elles sont dévoilées face visible, elles sont en jeu. Donc, elles rentrent dans l'histoire. Et donc, on doit se poser la question de comment on les insère dans l'histoire. Et tant qu'elles sont cachées ou en main, elles ne sont pas en jeu, elles peuvent être défaussées et on peut en reprendre d'autres. En fait, si les cartes ne nous conviennent pas, on peut attendre en fait un tour d'arbitrage pour se débarrasser des cartes qu'on n'aime pas et en avoir dès qu'on préfère. Il est préférable de ne pas discuter des cartes qu'on a en main avec les autres joueurs, en fait, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, on peut en discuter au sein de son équipe, mais après, c'est pas gravissime de les montrer, on va dire, aux autres, mais
il y a un effet de suspense sur les cartes qu'on a en main qui est préférable de garder et qui fait un effet plus cocasse, on va dire, quand on les joue, plutôt que de le montrer à l'avance, quoi. C'est juste un peu pour l'effet émotionnel. Il n'y a pas vraiment de stratégie de victoire, on va dire. Donc, il y a pas d'intérêt de cacher de l'information pour essayer de prendre des autres personnages au piège, par exemple. Mais c'est juste un intérêt un peu de la surprise de l'existence des cartes qu'on n'imaginait pas voir jouer et voir arriver en scène. Et du coup, pour continuer sur cette question de carte, tu dis on peut se défausser d'une carte, en prendre une autre. Ça se fait à quel moment, dans quelle occasion? Et la phase d'arbitrage, en fait. Pendant la phase d'arbitrage, on prend soin de l'histoire. Donc, on la jardine, on simplifie les choses, on les rétablit clairement pour que personne ne soit perdu. Donc, on fait un peu, on est en pause de l'histoire, donc on profite pour faire prendre les décisions stratégiques, éliminer les scories. Et on a aussi une phase où on peut défausser de cartes et en reprendre des nouvelles avant de repartir en mode scène. Mais tu disais que les cartes étaient liées au personnage. Du coup, chaque personnage a un potentiel de cartes qu'il tire au hasard. Alors, les cartes arrivent au hasard, hein, mais par contre, un personnage qui a par exemple une seule carte expérience pourra jouer une seule carte expérience de toute la partie, mais par contre pourra jouer sa carte expérience vraisemblable autant de fois qu'il le veut ou qu'elle le veut. Donc en fait, il y aura toujours une possibilité de jouer des expériences, juste ça ne sera pas des expériences un peu incongrues et un peu originales par rapport à son expérience de base, ça sera juste des choses attendues. Mais par contre, donc une personne qui a une seule carte expérience à jouer a intérêt, on va dire, de rejeter à chaque fois qu'elle peut, de la rejeter et d'essayer de la défausser et d'en avoir une nouvelle pour, au moment où elle joue sa carte expérience, avoir que ce soit une carte expérience intéressante par rapport à l'histoire. Alors là, on est déjà aux trois quarts de la séance, hein, donc je vais vous expliquer la question du développement du jeu, puisque là, on a passé beaucoup de temps sur les mécanismes et sur le scénario. Il y a quelque chose que je voudrais voir avec vous, en fait, qui est important, qui est la question des ateliers déroulés de crise, anticipation des risques et rupture de normalité. Est-ce que vous le voyez à l'écran? J'ai l'impression que ça ne partage pas là. Si, on le Si, voit. si, on voit. Ok. Euh, donc, anticipation des risques et rupture de normalité, donc c'est l'écosystème d'intelligence collective qui existe autour du jeu de l'entraide. Parce que c'est un jeu, mais le jeu est une porte d'entrée dans un système d'analyse des risques qui est plus large que le jeu lui-même, sur lesquels, pour l'instant, j'ai déjà réussi à embarquer des gens dans les services des mairies de Grenoble et de Lille, des gens qui travaillent à la question des risques en fait, dans ces mairies-là et qui sont partants pour collaborer, pour échanger autour des expériences de gestion des risques urbains, et aussi avec des gens qui participent à la CLI, donc la Commission locale d'information de la centrale de Gravelines, pour discuter de ce qui se passe quand on doit évacuer les riverains de la centrale de Gravelines. Et donc tout ça, c'est un atelier où on parle de ce qui se passe quand il y a une crise qui se produit, quels sont les éléments qui rentrent en jeu, les éléments à surveiller, les éléments qui sont importants au niveau d'un territoire, les choses qui jouent, à quelle vitesse ça arrive, quelle importance ça a, par exemple, à quelle vitesse on va boucler un quartier, par exemple, s'il y a une fuite sur une installation industrielle, où on va empêcher les gens de rentrer dans la zone,
Donc là, on n'est pas sur du 72 heures, hein, on est sur moins d'une heure, on va dire, de réponse des services municipaux par rapport à une crise sur un établissement industriel. Donc on va discuter un peu de tout ça, la vitesse à laquelle les choses se produisent, leur intensité, les réponses qui sont déjà intégrées. Et on va aussi travailler sur les 10 crimes des communes. Par exemple, le scénario sur Calais est basé sur le 10 crimes de Calais. Donc, c'est le document des risques majeurs de la mairie de Calais, hein, donc vous voyez ici avec un édito de Natacha Bouchard, et après des définitions sur les plans de mise en sûreté, les risques majeurs, tous les différents risques auxquels on peut être confronté, les instructions. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on passe un peu de temps à examiner quand on travaille sur la question des déroulés de crise et des scénarios. Et ce qu'on fait aussi, c'est des possibilités de scénarios originales. Donc là, je vais passer la parole à Vincent, qui va travailler sur la question de l'étang de taux. Si tu peux parler un petit peu de l'étang de taux, Vincent, et de ce qu'on a travaillé ensemble. Oui, tu me prends un peu dépourvu. J'étais en train d'ouvrir le décline de 7, justement. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon? Ok, ben écoutez, oui, on a discuté. Pourquoi les temps de tour? Ben parce qu'on est sur le littoral de la Méditerranée et on est aussi dans une zone qui s'appelle là où il y a des épisodes sévenols qui se passent régulièrement. Donc, on est sur un écosystème beau pour l'été, mais fragile, dans la mesure où il va alterner, il alterne déjà période de sécheresse et période euh, de marée montante, voire de pluie descendante. Voilà, en gros, je ne sais pas, certains connaissent sûrement, l'étang de Thau est un étang qui est séparé de la mer par un bras qui fait 7 km à peine quelques centaines de mètres, moins d'1 kilomètre de large, ce bras. Et voilà, on a imaginé en discussion un peu, comment dire, un bâton perdu lors d'une expérience de jeu avec Julien, et puis doucement on creuse. Et alors je ne sais pas quel détail vous voulez, moi j'en suis juste à récupérer les éléments et merci Julien parce que c'est déjà pour moi, j'ai déjà du boulot, c'est-à-dire que au niveau d'élaboration pour le coller sur un autre scénario est une belle trame. Voilà, alors je ne sais pas, est-ce que vous voulez des détails sur le lieu en question? On manque pas sur ce lieu-là de, de possibilités de catastrophe. Après, voilà, réfléchir aux personnages en question, on en a évoqué quelques-uns. Euh, Rechercher la scène du crime, j'allais dire, mais la scène où va se passer ces différentes étapes catastrophiques. Voilà, il y a, il y a un large puzzle, il faut trouver les bonnes pièces, voire découper les pièces pour faire le puzzle idéal de ce scénario. Voilà ce que je peux en dire en l'état. Ouais, merci Vincent. Pour compléter, effectivement, il y a la question des risques très physiques et il y a la question aussi des postures sociales qui sont Mm. liées à cette question-là. Et on pense que c'est important de mixer en fait les deux questions, de ne pas être juste sur du très pratico-pratique, mais de dire, bah voilà, il y a des gens qui vont réagir différemment en fonction de ce qu'ils possèdent, où sont situées les choses, quels sont leurs métiers, quels sont leurs enjeux. Mhm. Et sur des périodes de temps différentes, en fait, ça va être intéressant de discuter aussi des postures par rapport à ça. Oui, moi ce que j'entends dans ce jeu-là, c'est évidemment au-delà des catastrophes qui arrivent, c'est comment ça va se jouer d'un point de vue social, sociologique, et aussi la dimension émotionnelle des situations proposées. Ça n'est qu'un jeu,
Et c'est pour ça que je comprends bien le décalage entre le fait qu'on ne soit pas forcément les personnages. Ça n'est qu'un jeu pour ressentir, finalement, on pourrait passer de manière tout à fait minime par rapport aux faits réels. Et pour moi, c'est ça l'enjeu, en fait, hein. C'est vraiment le fait de mettre en, en situation quelque chose de crédible par étape et des personnages qui vont être confrontés de manière la plus réaliste possible à des choses qu'ils n'imaginaient pas si réalistes que ça. Et comment ça se vit, en fait. Merci Vincent. Euh, donc, il y a donc dans l'écosystème d'intelligence collective, il y a aussi le fait de pouvoir tester un peu les scénarios au fur et à mesure qu'on les écrit. Donc, il y a une interface en ligne, mais qui n'est pas encore assez mûre pour qu'elle puisse Mm. supporter les parties, parce qu'il y a une question de prise en main qui n'est pas simple et Mm. je l'ai testé un petit peu et on n'arrive pas vraiment à reproduire la bonne humeur et le rire, parce qu'on rit beaucoup dans les scénarios de jeux de l'entraide. Quand c'est en ligne, c'est beaucoup plus laborieux, c'est beaucoup Mm. plus lent, et donc l'expérience est beaucoup moins intéressante. Euh, Normalement, vous voyez sur l'écran euh, la question de l'interface en ligne. J'ai fait une petite capture d'écran. Je vous enverrai le lien pour que vous puissiez jeter un coup d'œil de où ça en est, l'interface en ligne. C'est vraiment, pour l'instant, c'est pédagogique, c'est pas l'expérience complète. Donc, il y a les premiers scénarios qui ont été écrits. C'était des scénarios blackout, explosion de centrales nucléaires, pluie. Et en fait, c'était pas une bonne idée de partir de l'enjeu qu'on essayait de traiter, parce que les gens se préparaient à cet enjeu-là. Alors que ce qui est intéressant quand on fait les scénarios, c'est de mettre des enjeux différents avec des échelles de temps et d'intensité de certitude différents, et de voir un petit peu comment la succession des événements va influer sur les réactions. Donc, désormais, les scénarios sont définis en fonction du lieu où ça se produit. Et donc, on a des scénarios Lille, Paris, 7, mais c'est la seule information qu'on donne aux gens quand on commence un scénario, et on ne leur dit pas ce qui va se produire à l'avance. Ce serait trop facile. Il y a des t-shirts qui ont été produits, qui sont en vente pour les gens qui veulent les acheter, hein. C'est, je ne sais plus combien, ça coûte enfin, j'ai essayé de les avoir pour pas trop cher, mais ça coûte quand même un petit peu cher, donc c'est une vingtaine d'euros pour les avoir. Mais s'il y a des gens que ça intéresse, je peux leur en envoyer. Maintenant, la suite, ça va être de faire des parties, parce que avec le niveau, on va dire, de maturité. Donc moi, j'ai des dates qui sont déjà calées, donc à Lille, pour le Festival Environnement et Solidarité, pour les universités du Shift Project en juin à Lille, à Valenciennes pour une rencontre adaptation radicale au mois de juillet, et à Saint-Mexan-l'École en juillet pour le Festival de décroissance. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà calées pour des parties que je vais animer. Mais comme vous êtes rentré dans l'écosystème, je vais vous envoyer le kit, et vous allez avoir le kit pour tester vous-même des parties. Donc, je vais vous envoyer les règles du jeu, le guide d'animation, des scénarios. Et ce qui va être maintenant intéressant, c'est de voir un peu si vous arrivez à vous débrouiller avec ça, si vous arrivez à faire jouer les scénarios, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que les règles sont trop compliquées, est-ce qu'il faut simplifier les choses, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont pas du tout opérationnels, et se poser la question, bah, est-ce que après la version bêta, est-ce qu'on part sur une version 1 unique? Est-ce qu'on part sur une version expert, une version initiation, une version enfant? Par exemple, la phase d'arbitrage, c'est très intéressant
mais ça complexifie quand même pas mal le jeu. Est-ce qu'on enlève la phase arbitrage pour qu'il y ait juste une histoire menée par un animateur, une animatrice? Et voilà, c'est toutes les questions à se poser. Et aussi les questions du modèle économique et des publics visés. Comment on arrive à faire un modèle économique autour de ça et quel public on essaie d'atteindre. Et donc tout ça, c'est tout le travail qui commence avec cette version bêta et pour lequel je vais avoir besoin de gens qui non seulement prennent le kit en main, mais font effectivement jouer des parties, réunissent des gens pour faire des parties et sont capables de faire des retours. Voilà. Et donc là, c'est du boulot qui m'incombe encore pour arriver à faire cette transmission. Mais après, c'est du boulot qui va être sur vos épaules si vous voulez animer ou faire animer des parties du jeu de l'entraide. Qu'en pensez-vous de cette idée? Moi, je veux le faire en Dordogne le 31 mai et 1er juin à l'occasion d'une fête qui s'appelle Écolome. Et voilà, il faudrait être prêt d'ici là. Tu auras un mois pour préparer. Voilà. Mais est-ce Le qu'on 29 pourra... avril, tu auras tout. Ok. Et tu penses que on peut pas organiser via, via une visioconférence un jeu? Euh, Je Pour, suis très sceptique. pour Je suis roder un très peu. sceptique. Enfin, on peut faire en fait Un test. un test, si tu veux, de scénario. Ça, on peut le Oui, faire. C'est-à-dire oui. que on a des gens qui s'arment de patience, qui regardent un petit peu comment ça fonctionne, qui sont prêts, voilà, à passer un petit peu de temps et puis regarder les différents moments du scénario. Ça, on peut le faire. Mais il n'y aura pas l'ambiance de jeu, en fait. C'est ça Mais le problème. non, mais c'est dur. Pour devenir animateur, il faut se roder, quoi. C'est ça. Donc pour ça, il y aura l'interface en ligne qui existera. Mais ça, voilà, mais ça ne peut pas reproduire ce qui se passe vraiment quand on fait une partie. Ouais, je suis conscient. Mais ça permet de travailler le scénario. C'est ça. D'autres volontaires? Personne intéressée? Si, oui, moi aussi, Christelle, dans l'Ouest. Donc est-ce que du coup, bah, tu vas avoir voilà, je vais t'envoyer le kit, hein. Mhm. Donc, ce qui m'intéresse à partir du kit, c'est d'avoir des retours, hein, Ouais, si tu arrives à prendre en main le kit, déjà s'il faut améliorer. d'accord, ça sera le premier retour. C'est le premier retour. Est-ce qu'il faut voilà, donner plus d'explications sur sur la règle du jeu, sur l'animation, sur les scénarios? Ah. Là, Euh, l'avantage, c'est que j'ai déjà joué, donc du coup, c'est beaucoup plus facile de voir grosso modo comment ça se déroule et comment ça match avec les gens. Et voilà. ouais. Mais donc là, voilà, la première étape, ça va être déjà de finir le kit, hein, parce que en vrai, Mm. pas tout à fait fini, hein, je m'étais donné pour aujourd'hui, mais Mm. plein d'erreurs à corriger et de bouts que j'ai pas intégrés. Donc déjà, il va falloir que je finisse vraiment le kit, hein, mais le fait de faire cette soirée là d'échange, déjà, ça me motive pour finir. Mm. Et déjà tester le kit avec une partie des gens un peu volontaires en présentiel. Alors c'est vrai qu'on peut tenter aussi de le faire en ligne, mais vraiment, je pense que, enfin, j'invite vraiment à essayer quand même de tenter au maximum en présentiel pour voir ce qui se passe quand on le fait en présentiel. Et il suffit de réunir 4 personnes et puis tenter avec 4 personnes déjà, si on ne veut pas faire un truc trop Mm. casse-gueule. Trouver quatre cobayes volontaires et puis tester avec eux. C'est faisable. Thierry? Ouais.
Bah, J'ai une idée par rapport à ça, juste pour finir. Peut-être ça peut être un truc mixte, c'est-à-dire des fois dans des MOOC, c'est ça qui me donne l'idée, il y a à la fois un groupe en présentiel et d'autres qui sont en vidéo. Donc par exemple, tu pourrais être en vidéo avec un groupe qui est en train de jouer en présentiel pour aider, soutenir l'animateur débutant. Voilà, c'est une première idée mixte. Alors, je note, je réfléchirai. Je suis un petit peu sceptique, mais je réfléchirai pour voir si. Ok. Autant, si tu veux, une préparation préalable, c'est quelque chose qui peut être fait, autant sur place, il se passe tellement de choses en présentiel Hmm. au moment où les choses se passent que c'est quasiment impossible à suivre, en fait. Si on Ouais, fait il faut pas au faire même des endroit. arrêts de jeu pour permettre de faire du méta entre les animateurs. Mais oui, c'est Ouais, mais encore une autre organisation. Je comprends. non, mais ça ralentit beaucoup Ouais, ouais. enfin, le principe, c'est qu'il ne faut pas trop ralentir, quoi. Il faut Hmm, essayer de hmm, rester dans un rythme de jeu un peu intense tout le temps. hmm. Thierry? oui, oui, bien sûr, je suis intéressé pour pouvoir tester le jeu, mais effectivement, je pense que là, il y a eu une présentation, tu vois, j'avais quand même pas mal de questions et je me suis retenu parce que j'en ai encore plein d'autres. Mais je pense que ça serait intéressant quand même de rentrer dans un scénario et de tester, même s'il n'y a pas l'ambiance du jeu, de tester un petit peu le rythme, la dynamique, voir comment s'enchaînent les différentes étapes. Je pense que ça, c'est indispensable avant de tester. Sinon, pour trouver un terrain pour le tester entre mon écolieu familial où je dirais mes filles, mes gendres sont des joueurs. L'écolieu de Denis, où il y a toute une équipe aussi de jeunes qui sont joueurs et qui sont sur ces dynamiques et ces logiques. Bah, je pense que oui, je peux trouver 7 8 personnes faciles pour tester le jeu, quoi. D'accord. Alors, en tout cas, je vais lancer une prise de date pour qu'on se fasse une- un petit temps sur l'interface en ligne. Alors, sachant que ça sera réservé à des gens qui auront déjà lu l'ensemble du kit, hein. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on viendra sur l'interface en ligne, mais seulement déjà si on a pris connaissance de tout ce qui existe en matière de documentation, pour Oui, pas recommencer des explications du oui, début. oui, oui, c'est clair. Voilà, on a encore 8 minutes de questions éventuelles ou de remarques ou d'idées, parce que j'aime bien terminer à l'heure. Est-ce qu'il y a encore des demandes Bah, d'intervention? Il y a moi, je veux bien Francky. parler si on me donne la parole. Du coup, je voulais savoir s'il était possible d'être mis en lien avec les personnes qui sont sur notre territoire. Alors, tout à l'heure, je me suis trompé, c'est pas Thierry, mais Vincent, pas loin de chez moi. Et ce serait dommage qu'on galère chacun de notre côté, alors qu'en fait, on peut se rejoindre et faire une partie ensemble. Oui, pas de Euh, souci. Pas de ouais, souci. c'est une très bonne chose. Alors, ce qui serait bien, c'est que les gens ils se manifestent un petit peu à ce sujet-là. Enfin, parce que j'ai une base de données, j'ai une 150 références de gens, mais la notion de territoire n'est pas forcément hyper bien définie. Donc, ça serait bien peut-être que les gens se manifestent en disant, bah, moi, je suis intéressé pour organiser quelque chose sur tel territoire et qui remplissent le forme qui dit cela. En fait, donc il y a un formulaire que je renverrai. Si vous l'avez déjà rempli, c'est pas grave de le remplir une nouvelle fois. Et j'y mettrai en fait dans la lettre d'info tous les gens qui sont partants pour organiser quelque chose sur un territoire.
Ok, juste c'est que, à mon avis, les gens ont le réflexe de dire oui si on leur dit pas que c'est possible. Tu peux préciser ta remarque? Je veux dire, si on attend des 150 personnes qu'elles se disent volontaires, en fait, on n'aura pas grand monde juste parce que la plupart des 150 ne seront même pas au courant que cette possibilité existe. Donc, à mon avis, enfin, après, ce serait bien peut-être d'avoir les adresses mail par département ou au moins par région. Voilà. Et après, nous, on se démerde entre nous, quoi. D'accord. Bah écoute, je vais voir comment on peut Faire organiser attention au par rapport à ça. RGPD. Oui, alors effectivement, il y a la question RGPD, mais il y a des systèmes d'anonymisation en fait qui sont possibles aussi. Ouais. Parce qu'il y a Thierry notamment qui a mis en place un site web pour adaptation radicale. Et sur le site web, il y a moyen d'envoyer les mails de manière anonymisée. Ok. Bah, en fait, le plus simple, tu sais, c'est avec la cartographie. Ça permet de localiser les personnes. On pourrait faire une carte avec ciblée sur cette intention-là. Et dans le contact, on peut contacter les personnes via la carte sans que le mail n'apparaisse. Il est anonyme. Super. Voilà, mais ça va nécessiter un petit peu de re-réglage parce que ça n'a pas été conçu avec le jeu de l'entraide, on va dire, en données. Donc, il va falloir voir comment on peut organiser ça, mais en théorie, c'est possible. Et en tout cas, on va voir comment on fait en sorte que ça puisse se faire de manière fluide et légère. Je pense il suffirait de rajouter une catégorie, une boîte à cocher dans le formulaire Oui, tout à fait, ouais. et une couleur pour caractériser cet item. Merci Thierry. Et remercie, on va dire, pour avoir mis en place le site d'adaptation radicale il y a quelques années maintenant, mais qui fonctionne Oh là toujours. là, ça remonte pas à des années quand même. Oh, oui, il y a 3 ans. Je vais prendre la parole aussi. Je suis aussi intéressé pour animer ce jeu-là, recevoir le kit d'animation, le tester avec des amis. Et puis, ça, c'est ce que je peux faire assez facilement. Je suis assez à l'aise avec la maîtrise de jeu de rôle et faire des retours par rapport aux différents critères, hein, celui de ressemblance notamment, quoi. Et faire des retours sur comment, si c'est facile ou pas de s'approprier les kits d'animation. J'imagine que c'est tout, mais ça c'est ma question, c'est toutefois un, un projet en soi que de maîtriser ce jeu de l'entraide, tout comme on peut maîtriser fresque du climat ou fresque ou autre. Enfin voilà, il s'agit bien d'une sorte de formation en quelque sorte, quoi. Oui, alors pour l'instant, c'est des questions qui se posent en termes de modèle économique. C'est pas encore tout à fait stabilisé, mais l'idée, c'est un peu effectivement d'avoir des gens qui soient formés à animer, on va dire, plutôt que maîtriser, parce que ça Hmm. devient un peu trop holistique. On Ouais. va dire animer le jeu de l'entraide, d'avoir une liste de gens qui soient répertoriés par secteur, capables de faire cette animation. Hmm. Donc, après ça, il faudrait voir à quelles conditions, comment ça fonctionne, et on n'en est pas encore tout à fait là. Ouais. Mais c'est des choses, effectivement, dont on peut s'inspirer du modèle fresque du climat pour ça. Et j'ai une dernière question pour concrétiser ça. C'est-à-dire que je trouve ça, je gagne vachement en pertinence si j'anime ça sur un enjeu local, quoi. Si ici à Toulouse, j'anime un truc sur Calais, bah, ça peut faire un peu déconnecter, un peu, on va dire. Et que pour la situation de Calais, il y a une bonne alchimie entre les scènes et les situations, les prises de décision avec les personnages qui vont plus ou moins se prononcer ou qui vont justement particulièrement se prononcer sur chacune de ces scènes-là, en fait. Et ça, je trouve Ouais. ça, c'est une bonne alchimie, quoi. Et se reproduire ça, ça demande une certaine expérience, quoi. Tout à fait, mais on peut commencer par de faire un scénario Toulouse dans nos Mm. perspectives, et puis de se faire un atelier déroulé de crise consacré à Toulouse. Pour l'instant, c'est un territoire
que je connais très mal, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est à ce sujet-là, mais que se passer un petit peu sur le secteur toulousain, identifier les enjeux pertinents, puis commencer à écrire un scénario collectivement qui corresponde au territoire. Voilà, j'ai partagé mon intérêt et aussi je travaille avec des enfants. Enfin, je suis animateur dans une école et faire une version enfant avec dans l'écosystème d'une forêt avec des abeilles, les loups, les gna gna gna. Enfin, j'en sais rien. Il y a peut-être une version simplifiée où, comme on viendrait jouer au loup-garou de Tierce-Lieu, et bien là, non pas avec des mécaniques de victoire et de défaite similaires, mais différentes du coup, pour sensibiliser les enfants à un écosystème en équilibre justement et au contraire déséquilibré aussi. Oui, alors ça fait effectivement partie des hypothèses parce qu'il y a une demande assez forte d'avoir des choses qui soient pour des enfants, alors soit pour la public ado, soit pour la public primaire. Pour l'instant, c'est des hypothèses hein, parce que déjà, on essaie de stabiliser la version de référence, mais la demande a déjà été exprimée plusieurs fois. Merci. Merci bien. Bah, il est 21h. Et on va se quitter. Le soir tombe sur le Pas-de-Calais. Ici aussi. Voilà, il est temps de se quitter. Hein. Donc, je vais voir pour faire une mise en ligne de tout ça. Ah, j'avais une question pour la personne de 7, c'est Vincent Guédra, que tu Oui. peux contacter. Je t'enverrai ses coordonnées, Guillaume, pour que tu sais contacter. En fait, on est déjà en contact avec Guillaume. Donc c'est D'accord, bon, c'est réglé. réglé. Et la personne de l'Ardèche, c'est qui? Je ne sais pas. Oui, c'est moi, c'est Anne Cilia. Je suis en D'accord. Ardèche. Ouais. Mais du coup, j'ai capté le mail de Vincent dans le chat. Ok. Merci. Voilà. Merci En tout beaucoup. cas, Julien, merci pour cette présentation qui était vivante et très claire. Merci à toi, Puis vraiment. merci à tous. Oui. Merci à tout le monde.